La lumière blanche des néons du 12e étage de l'immeuble de bureaux sur l'avenue de la Grande Armée projetait des ombres géométriques sur les murs vitrés, alors que Julie Martin rangeait les derniers dossiers dans le classeur métallique près de son bureau. Il était 21h30 ce vendredi soir, et le silence absolu qui régnait dans l'espace ouvert de Techvision France lui donnait cette sensation de paix qu'elle recherchait tant. Ses doigts fins, légèrement tremblants de fatigue après 11 heures de travail, refermaient les chemises cartonnées avec un soin méticuleux, comme si chaque geste comptait, comme si sa vie dépendait de ces petits détails que personne d'autre ne remarquait jamais. Julie avait 27 ans, mais parfois elle se sentait beaucoup plus vieille. Son corps menu, vêtu d'un chemisier blanc simple et d'un pantalon noir usé aux genoux, portait les marques d'une vie de lutte silencieuse. Sa jambe gauche se traînait légèrement quand elle marchait, conséquence d'une paralysie cérébrale diagnostiquée à la naissance, et son bras gauche ne se pliait jamais complètement, restant toujours un peu raide le long de son corps. Les médecins avaient dit à sa mère, Louise, que Julie ne marcherait peut-être jamais normalement, qu'elle aurait besoin d'aide toute sa vie. Mais Louise avait refusé d'accepter ce verdict. Elle avait travaillé 3 emplois simultanément pendant 15 ans pour payer les séances de kinésithérapie, les traitements, les médecins. Et Julie avait marché. Julie avait appris. Julie avait survécu. Maintenant, 3 ans après avoir été embauchée comme assistante administrative chez Techvision France, Julie gagnait 800 € par mois, un salaire qui disparaissait presque entièrement entre le loyer de leur petit appartement de 2 pièces à Montreuil, les médicaments coûteux pour le diabète avancé de sa mère et ses propres séances de kinésithérapie à 65 € l'unité 2 fois par semaine. Il ne restait presque rien pour manger autre chose que du riz, des pâtes et parfois un poulet rôti le dimanche quand elle pouvait se le permettre. Mais Julie ne se plaignait jamais, jamais. Elle retira ses écouteurs blancs fatigués dont le fil était scotché à 3 endroits différents et les posa délicatement sur son bureau encombré de post-it jaunes et roses. La musique qu'elle écoutait depuis des heures s'arrêta brusquement, laissant place au bourdonnement sourd de la climatisation et au tic-tac régulier de l'horloge murale. Julie regarda autour d'elle, inspectant chaque rangée de bureaux vides, chaque chaise poussée soigneusement sous les tables, chaque ordinateur éteint. Personne, absolument personne. Le dernier collègue, Thomas du département comptabilité, était parti à 19 h en lui lançant un regard étrange, ce même regard que tous lui lancèrent depuis 3 ans. Ce mélange de pitié et de malaise qu'elle connaissait si bien. Ses collègues ne lui parlaient presque jamais. Ils l'évitaient pendant les pauses café, formant leur petit groupe compact près de la machine Nespresso sans jamais l'inviter. Ils riaient entre eux de blagues qu'elle ne comprenait pas, organisaient des soirées après le travail, dont elle n'entendait parler que le lundi matin à travers leurs conversations animées. « Tu aurais dû voir Sophie complètement bourrée. La boîte était incroyable. On y retourne vendredi prochain ?» Julie souriait poliment quand leur regard croisait le sien par accident. Puis, elle retournait à ses dossiers, à ses tableaux Excel, à son travail impeccable qui ne justifiait jamais ni compliment ni reconnaissance. Certains l'appelaient « la bizarre » dans les couloirs. D'autres murmuraient « la boiteuse » en pensant qu'elle n'entendait pas. Mathieu, le responsable marketing, avait dit un jour assez fort pour qu'elle capte « Je comprends pas pourquoi Castel l'a embauché, franchement. C'est gênant pour les clients. » Julie avait serré les dents, continué à marcher vers les toilettes, où elle s'était enfermée 15 minutes pour pleurer en silence, les mains pressées contre sa bouche, pour étouffer les sanglots. Mais maintenant, dans ce silence parfait du vendredi soir, Julie se sentait libre, libre de ne pas être observée. Libre de ne pas être jugée, libre d'être simplement elle-même. Elle ferma les yeux et laissa la musique qu'elle connaissait par cœur remplir son esprit. Une mélodie de Ludovico Einaudi qu'elle avait découverte à 14 ans lors d'une de ses nombreuses hospitalisations, quand une infirmière gentille lui avait prêté son iPod pour l'aider à supporter la douleur des injections. Cette musique était devenue son refuge, son monde secret, l'endroit où son corps cessait d'être un handicap pour devenir un instrument. Lentement, presque timidement au début, Julie commença à bouger. Ses bras se levèrent doucement,
gracieusement, décrivant des arcs fluides dans l'air climatisé du bureau. Son pied droit glissa sur le sol en parquet stratifié, suivi de son pied gauche qui traînait toujours un peu mais qui, miraculeusement, trouvait son propre rythme. Elle tournait, les yeux fermés, son corps tout entier se fondant dans la chorégraphie qu'elle avait créée au fil des années, mouvement après mouvement, séance de kiné après séance de kiné. La danse était la seule chose qui transformait sa claudication en grâce, sa rigidité en fluidité. Quand elle dansait, elle n'était plus Julie la handicapée, Julie la bizarre, Julie la boiteuse. Elle était juste Julie, une âme en mouvement, libre et puissante. Elle sautait légèrement, retombait sur la pointe des pieds, pivotait entre deux rangées de bureaux. Ses cheveux châtains courts, collés derrière ses oreilles, se détachaient un peu, encadrant son visage concentré. Elle levait ses bras vers le plafond comme si elle essayait d'attraper quelque chose d'invisible, quelque chose de précieux qu'elle seule pouvait voir. Son sourire, le premier sourire authentique de toute sa semaine, illuminait ses traits délicats. Dans sa tête, la musique atteignait son crescendo, et son corps répondait avec une intensité qu'elle ne se permettait jamais devant personne. Elle tournait encore, perdue dans cet univers parallèle, où rien d'autre n'existait que le mouvement et la musique. Ce que Julie ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait absolument pas savoir, c'est que Romain Castel, le PDG de TechVision France, venait de sortir de l'ascenseur au 12e étage. Romain avait 39 ans et possédait tout ce que l'argent et l'ambition pouvaient acheter. Grand, presque 1,90 m, il portait un costume Hugo Boss noir, parfaitement coupé, qui avait coûté 2400 €, une chemise blanche sur mesure Charvet à 380 € et une montre Patek Philippe Nautilus au poignet gauche, dont la valeur dépassait les 85 000 €. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière avec du gel qui sentait le bois de santal et la vanille, un parfum exclusif de chez Creed qu'il commandait directement de Londres pour 420 € le flacon. Tout dans son apparence hurlait le succès, le pouvoir, la domination. Il avait créé TechVision France 10 ans auparavant, à 29 ans, dans un garage à Boulogne-Billancourt, avec 15 000 € empruntés à sa mère. Aujourd'hui, l'entreprise employait 87 personnes et générait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en développant des logiciels de gestion pour grandes entreprises. Romain était partout cité comme un exemple de réussite à la française, un self-made man qui avait su transformer une idée en empire. Mais derrière la façade brillante, Romain était un homme profondément désagréable. Colérique, perfectionniste jusqu'à la cruauté, il traitait ses employés comme des pions interchangeables sur son échiquier personnel. Il avait fait pleurer au moins 15 personnes durant les 12 derniers mois, hurlant sur eux en pleine réunion pour des erreurs minimes, les ridiculisant devant leurs collègues, les menaçant de licenciement au moindre écart. « Vous êtes payés pour réfléchir, pas pour faire de la merde », était sa phrase préférée, prononcée avec un sourire froid qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux grisaciés. Ce vendredi soir, Romain était revenu au bureau après un dîner d'affaires au Fouquet's sur les Champs-Élysées où il avait dépensé 890 € pour impressionner un client potentiel avec du champagne Dom Pérignon et du homard. Il avait oublié un dossier important contenant les contrats qu'il devait réviser pendant le week-end et son chauffeur l'avait déposé devant l'immeuble à 21h25. Irrité de devoir revenir, tapant nerveusement sur son téléphone dernier cri Samsung Galaxy Z Fold pour répondre à des emails, Romain était sorti de l'ascenseur en marmonnant des insultes entre ses dents. Et c'est là qu'il l'avait vu. Là, à travers les parois vitrées transparentes qui séparaient les bureaux des couloirs, il avait vu Julie Martin danser. Romain s'était figé instantanément. Sa première réaction avait été la surprise pure, les sourcils levés, la bouche légèrement ouverte. Que faisait-elle? Pourquoi était-elle encore là? Et surtout, pourquoi diable dansait-elle comme une folle dans un bureau vide? Il avait plissé les yeux, reconnaissant cette assistante discrète dont il ne se rappelait même pas le nom complet. Cette fille qui boitait et que tout le monde évitait.
Il se souvenait vaguement de l'avoir embauché 3 ans auparavant sur recommandation de son DRH qui avait insisté sur les quotas d'inclusion et les obligations légales concernant les travailleurs handicapés. Romain avait accepté en maugréant, considérant cela comme une contrainte administrative pénible mais nécessaire. Il l'observa tourner, sauter légèrement, lever les bras, et quelque chose dans son cerveau calculateur se déclencha. Pas de l'admiration, pas de l'empathie, mais une opportunité, une idée cruelle qui fit naître un sourire en coin sur son visage, parfaitement rasé. Lentement, sans faire de bruit, Romain sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste. Il ouvrit l'application caméra, vérifia que le son était activé et commença à filmer. Il captura Julie sous tous les angles possibles, se déplaçant silencieusement le long de la paroi vitrée pour obtenir les meilleurs plans. Il zooma sur sa jambe qui traînait, sur son bras raide, sur ses mouvements qu'il trouvait ridicules et pathétiques. Il filma pendant 3 minutes complètes jusqu'à ce que Julie s'arrête finalement, essoufflée et souriante, posant ses mains sur un bureau pour reprendre son souffle. Romain baissa son téléphone, le rangea soigneusement et quitta l'étage sans faire de bruit, un sourire satisfait sur les lèvres. Dans l'ascenseur qui descendait vers le parking souterrain, il regarda la vidéo, rembobinant certains passages, zoomant sur certains moments. Oh oui, c'était parfait, absolument parfait. Le lundi matin arriva trop vite pour Julie. Elle s'était réveillée à 5h30 dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère à Montreuil, un 2 pièces au 4e étage, sans ascenseur, d'un immeuble construit dans les années 70. Les murs étaient recouverts d'un papier peint jauni qui se décollait par endroits, révélant le plâtre humide en dessous. Le parquet craquait à chaque pas, et la fenêtre de la cuisine ne fermait plus correctement depuis 2 ans, laissant entrer le froid en hiver et la chaleur étouffante en été. Mais c'était chez elles, leur petit refuge qu'elles avaient meublé avec des objets de seconde main achetés sur le Bon Coin et quelques cadeaux précieux de membres de la famille. Louise, la mère de Julie, était assise dans le canapé beige élimé du salon, ses jambes enflées par le diabète reposant sur un tabouret. Elle avait 54 ans mais en paraissait 70, le visage creusé par les années de travail acharné et de maladie. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon serré et elle portait une robe d'intérieur bleu usée qu'elle refusait de jeter malgré les supplications de Julie. Dans ses mains tremblantes, elle tenait une tasse de café solaire à 3 € le paquet qu'elle buvait lentement en regardant sa fille préparer son déjeuner dans la cuisine minuscule. Julie avait tartine du pain de mie premier prix avec un peu de confiture de fraises, le seul luxe qu'elle s'autorisait parce que sa mère adorait ça. Elle avait mis le sandwich dans une boîte en plastique rayé, ajouté une pomme qui commençait à se rider et rempli sa bouteille d'eau du robinet. Son repas pour la journée, elle but un café noir sans sucre, debout contre le plan de travail en formica écaillé, essayant de se réveiller complètement. « Tu as bien dormi, mon cœur ?» demanda Louise d'une voix douce mais fatiguée. « Oui, maman, très bien », mentit Julie en souriant. Elle avait en réalité dormi 4 heures, réveillée par les douleurs dans son côté gauche, qui la tourmentaient toujours après ses journées trop longues au bureau. « N'oublie pas de prendre tes médicaments ce midi, promis. » Julie embrassa sa mère sur le front, sentant sous ses lèvres la peau chaude et moite. Le diabète empirait de semaine en semaine, et les médecins avaient de parler de dialyse prochainement. Julie essayait de ne pas y penser, de ne pas calculer combien cela coûterait, combien d'heures supplémentaires elle devrait faire. Elle se contenta de serrer la main de sa mère brièvement, puis quitta l'appartement, descendant les 4 étages avec précaution, sa main droite agrippée fermement à la rampe. Le trajet jusqu'à l'avenue de la Grande Armée prenait 1h15 en métro et RER. Julie montait dans la ligne 9 bondée à Nation, se faufilait jusqu'à trouver un strapontin où elle pouvait s'asseoir sans gêner les autres passagers, puis changeait à République pour prendre la ligne 2 jusqu'à Charles de Gaulle-Étoile. Là, elle marchait 15 minutes, sa jambe gauche protestant à chaque pas sur le trottoir pavé jusqu'à l'immeuble de verre et d'acier de 16 étages où Tech Vision France occupait les 12e et 13e niveaux. Elle arrivait toujours à 8h15, même si sa journée ne commençait officiellement qu'à 9h. Personne ne le remarquait, personne ne la remerciait.
Mais Julie ne travaillait pas pour les remerciements. Elle travaillait parce que sa mère avait besoin de médicaments, parce que le loyer devait être payé, parce qu'elle ne connaissait rien d'autre que le travail acharné. Ce lundi matin ne semblait pas différent des autres. Julie salua poliment Nathalie de la comptabilité qui passa devant elle sans répondre, posa son sac usé sous son bureau, alluma son ordinateur Dell vieillissant qui mettait toujours 5 bonnes minutes à démarrer et commença à trier ses emails. Il y en avait 43 qui s'étaient accumulés pendant le week-end, la plupart demandant des rapports urgents, des modifications de dernière minute, des tableaux à refaire. Julie commença immédiatement, ses doigts tapant rapidement sur le clavier, ignorant la douleur sourde dans son poignet gauche. À 9h30, l'écran de son ordinateur afficha une notification. Un email de Valérie Dupont, la DRH, envoyé à tous les employés de Tech Vision France. Objet, réunion générale obligatoire, 10h, auditoire principal. Le message était bref. Tous les employés, sans exception, devaient se présenter à l'auditoire du 13e étage à 10h précises pour une communication importante de la direction. Aucun détail supplémentaire, aucune explication. Julie fronça légèrement les sourcils. Les réunions générales étaient rares chez Tech Vision France, peut-être 2 ou 3 par an, généralement pour annoncer de gros contrats ou des changements structurels importants. Elle sauvegarde son travail en cours, se leva avec précaution et suivit le flot de collègues qui se dirigeaient vers les ascenseurs en murmurant entre eux. « Tu sais ce que c'est » demandait Mathieu à Sophie. « Aucune idée, peut-être un nouveau client important ou des licenciements. » Castel a été bizarre ces derniers temps. Julie marchait derrière eux, invisible comme toujours, essayant de ne pas se faire bousculer dans la cohue. L'auditoire du 13e étage était une grande salle moderne avec des rangées de sièges inclinés en tissu gris, un immense écran de projection et un système audio professionnel. Il pouvait accueillir 120 personnes et aujourd'hui, il se remplissait rapidement de tous les employés de l'entreprise. 87 personnes au total, représentant tous les départements. Développement, commercial, comptabilité, ressources humaines, marketing, support client. Julie s'assit discrètement au fond, dans la dernière rangée, espérant se fondre dans le décor comme elle le faisait toujours. Autour d'elle, les conversations allaient bon train, les gens spéculant sur la raison de cette convocation soudaine. L'atmosphère était un mélange de curiosité et d'appréhension. À 10h précises, les lumières de la salle diminuèrent légèrement et Romain Castel monta sur la petite estrade à l'avant. Il portait un costume gris anthracite Tom Ford qui avait coûté 3200 €, une chemise bleu ciel et une cravate Hermès marine et or à 190 €. Ses chaussures italiennes en cuir ciré brillaient sous les projecteurs. Il tenait un petit micro-cravate dans une main et son téléphone dans l'autre. Le silence se fit progressivement. Romain sourit, ce sourire froid et calculateur que ses employés connaissaient bien, celui qui n'atteignait jamais ses yeux et qui présageait généralement quelque chose de désagréable. « Bonjour à tous », commença-t-il d'une voix forte et assurée, amplifiée par les haut-parleurs. « Je sais que vous vous demandez pourquoi je vous ai tous réunis ce matin. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Au contraire. » Il fit quelques pas sur l'estrade, savourant visiblement l'attention de son audience. « Je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai découvert vendredi soir, quelque chose qui illustre parfaitement la culture d'entreprise unique que nous avons ici chez Tech Vision France. » Julie sentit une légère appréhension sans raison particulière. Son cœur battit un peu plus vite. « Voyez-vous, alors que la plupart d'entre vous profitiez bien légitimement de votre vendredi soir, certains de vos collègues étaient encore ici, travaillant avec dévouement. » Il fit une pause théâtrale. « Ou du moins, c'est ce que je pensais. » Romain tapa sur son téléphone et l'écran géant derrière lui s'illumina. Julie sentit son sang se glacer dans ses veines. Non, non, ce n'était pas possible. Mais c'était possible. C'était réel. La vidéo commença à jouer. Julie se voyait elle-même, en plein bureau vide, dansant. La caméra avait capturé chaque mouvement, chaque geste, chaque seconde de ce moment qu'elle croyait privé, personnel, sacré. On la voyait tourner, sauter, lever les bras, complètement absorbée par sa danse.
On voyait clairement sa jambe qui traînait, son bras raide, ces mouvements qu'elle trouvait gracieux mais qui, projetés ainsi sur un écran géant devant 87 personnes, semblaient soudainement ridicules et pathétiques à ses propres yeux. L'auditoire explosa. Des rires partout, forts, cruels, impitoyables. Des gens se penchaient vers leurs voisins pour commenter, pointant l'écran du doigt. « Oh mon Dieu, tu vois ça? C'est Julie! Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Les rires redoublaient à chaque seconde, remplissant la salle d'une cacophonie assourdissante. Julie était figée sur son siège, complètement paralysée. Son visage était devenu écarlate, ses mains serrées si fort sur les accoudoirs que ses jointures étaient blanches. Des larmes montaient instantanément, brûlant ses yeux, menaçant de déborder. Elle ne pouvait pas respirer, littéralement. Sa poitrine se serrait. Son cœur battait tellement vite qu'elle pensait qu'il allait exploser, et un bourdonnement aigu emplissait ses oreilles, étouffant presque les rires qui continuaient, encore et encore. Sur l'estrade, Romain regardait la vidéo avec un sourire satisfait, laissant les rires monter en intensité avant de reprendre la parole. « Voilà, mes amis, notre chère Julie Martin. Pendant que vous étiez en train de profiter de votre week-end, elle était là, seule au bureau, travaillant dur. Enfin, dansant dur. » Nouvelle vague de rire. Julie tourna lentement la tête, voyant autour d'elle des visages déformés par l'hilarité. Sophie de la Conta se tenait le ventre tellement elle riait. Mathieu avait sorti son propre téléphone et filmait l'écran. Thomas essuyait des larmes de rire de ses yeux. Même Nathalie, généralement si professionnelle, avait la main devant la bouche, les épaules secouées de rire qu'elle essayait vainement de contenir. Romain continua, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Regardez cette grâce, cette élégance. Franchement, je pense que nous avons manqué une vocation ici. » Il se tourna légèrement, cherchant Julie du regard dans la salle sombre. « Julie, tu es là? Lève-toi, s'il te plaît. Ne sois pas timide. »« Non, 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 non. » Julie secoua la tête imperceptiblement, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Mais les gens autour d'elle l'avaient repérée. « Elle est là !» cria quelqu'un. Au fond, des dizaines de têtes se tournèrent vers elle, et les rires reprirent de plus belle. Romain feignit la surprise. « Ah, tu es là? Excellente. Dis-moi, c'est quelque chose que tu fais souvent? Cette danse ?» Julie ne pouvait pas parler. Sa gorge était complètement serrée, les mots coincés quelque part entre son cœur brisé et sa bouche tremblante. Romain n'attendit pas de réponse. Il fit quelque chose d'encore pire. Il descendit de l'estrade, se positionna au centre de l'allée et commença à imiter la danse de Julie. Il exagéra volontairement sa claudication, traînant sa jambe droite de manière grotesque, laissant son bras gauche pendre mollement comme s'il était paralysé. Il tournait maladroitement, manquant de tomber exprès, puis se rattrapant avec une expression exagérément surprise. L'auditoire hurla de rire. Des applaudissements éclatèrent. Même, c'était une scène de torture publique déguisée en divertissement d'entreprise. « Voilà, c'est comme ça, non ?» dit Romain en continuant sa parodie cruelle, avec ce petit, ce petit quelque chose de spécial que tu as, Julie. Il s'arrêta finalement, un peu essoufflé, savourant les rires et les applaudissements. Plus sérieusement, reprit-il en remontant sur l'estrade, son ton devenant plus dur, je voulais que tout le monde voie ça parce que ça illustre un problème que nous avons ici. Certaines personnes semblent confondre bureau et scène de spectacle. Il pointa l'écran où la vidéo continuait en boucle. Julie, tu es payée 2800 € par mois pour travailler, pas pour faire des numéros de cirque. Tu sais combien d'erreurs j'ai trouvées dans tes rapports le mois dernier? 7. 7 erreurs qui ont failli nous coûter un contrat avec Carrefour. Peut-être que si tu te concentrais un peu plus sur ton travail réel au lieu de faire des pirouettes entre les bureaux, tu serais plus efficace. Les rires s'étaient calmés maintenant, remplacés par des murmures approbateurs. Certains hochèrent la tête, d'accord avec leur patron. D'autres semblaient un peu mal à l'aise, mais ne disaient rien. Julie ne pouvait plus le supporter. Elle se leva brusquement, sa chaise se renversant avec un bruit sourd, et se précipita vers la sortie. Sa vision était complètement brouillée par les larmes. Elle trébucha sur les pieds de quelqu'un, faillit tomber, se rattrapa de justesse. Des voix la suivaient,
Hé, Julie, attends. Vas-y, danse encore. Elle part déjà, accompagnée de nouveaux rires. Elle poussa violemment la porte de l'auditoire, courut aussi vite que sa jambe le permettait vers les toilettes femmes du 12e étage, s'enferma dans la dernière cabine et s'effondra littéralement contre la porte. Les sanglots explosèrent hors d'elle avec une violence qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle pleurait tellement fort que tout son corps tremblait, ses mains plaquées sur sa bouche pour essayer d'étouffer les sons. Mais c'était impossible. Impossible. La douleur était trop intense, trop profonde, trop totale. Sa danse, son refuge, sa thérapie, son moment le plus privé, le plus sacré, exposé, ridiculisé, transformé en divertissement cruel devant toute l'entreprise, par son patron, par l'homme qui était censé la protéger en tant qu'employé, par l'homme qui avait filmé en secret, qui avait planifié cette humiliation, qui avait savouré chaque seconde de sa souffrance. Julie resta enfermée dans cette cabine pendant presque 1 heure, pleurant jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes, jusqu'à ce que sa gorge soit tellement douloureuse qu'elle pouvait à peine avaler. Elle entendit des collègues entrer dans les toilettes, parler entre elles. « Tu as vu ça ? C'était tellement gênant. Franchement, elle aurait dû être plus discrète. Castel a peut-être été un peu dure, mais elle l'a un peu cherché, non ?» Leur voix résonnait contre le carrelage blanc, et chaque mot était comme un coup de couteau supplémentaire dans le cœur déjà déchiré de Julie. Quand elle finit par sortir, ses yeux étaient si gonflés qu'elle pouvait à peine les ouvrir. Son mascara bon marché avait coulé en traînées noires sur ses joues. Elle se lava le visage à l'eau froide, essayant de retrouver un semblant de dignité, mais c'était inutile. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une femme brisée. Elle retourna à son bureau, baissant les yeux pour éviter tous les regards. Mais elle les sentait quand même. Ces regards qui la suivaient, qui chuchotaient. Certains détournaient rapidement les yeux quand elle passait. D'autres la fixaient ouvertement, des sourires narquois sur les lèvres. Son ordinateur affichait 23 nouveaux messages sur le groupe WhatsApp de l'entreprise. Elle n'avait même pas besoin de les ouvrir pour savoir ce qu'ils contenaient. Des gifs de danse, des commentaires moqueurs, des variations de la vidéo, probablement déjà en train de circuler. Elle éteignit son téléphone et le rangea dans son sac. Les heures suivantes furent un cauchemar. Julie essaya de travailler, de se concentrer sur ses rapports, mais c'était impossible. Chaque fois qu'elle levait les yeux, elle voyait des collègues la regarder et rire. Dans les couloirs, des gens faisaient des petits mouvements de danse en la croisant. À la machine à café, elle entendit Thomas dire à voix basse mais audible « Tu imagines ? Danser comme ça avec son handicap, c'est presque héroïque dans son absurdité. » À 17h, alors qu'elle pensait que la journée ne pouvait pas empirer, elle reçut un email de Valérie Dupont, la DRH. Objet, convocation. Mercredi 14h, bureau RH, Julie, suite aux événements de ce matin. Monsieur, Castel souhaite vous rencontrer mercredi à 14h dans mon bureau pour discuter de votre situation au sein de l'entreprise. Votre présence est obligatoire. Cordialement, Valérie Dupont. Julie sentit son estomac se nouer encore plus fort. Elle savait ce que cela signifiait. Mercredi, dans 2 jours, ils allaient la licencier. Après l'avoir humiliée publiquement, ils allaient maintenant détruire sa vie professionnelle. Elle ferma son ordinateur à 18h, sans dire au revoir à personne, descendit en ascenseur les yeux fixés sur le sol et sortit dans la rue. Le trajet retour fut un brouillard. Elle ne se souvenait même pas d'avoir changé de ligne de métro, d'avoir marché jusqu'à son appartement, d'avoir monté les escaliers. Elle se retrouva soudainement devant sa porte, la clé tremblant dans sa main. Louise était assise au même endroit que le matin, mais son visage changea immédiatement quand elle vit sa fille. « Julie, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Julie ne répondit pas. Elle s'effondra dans les bras de sa mère et recommença à pleurer, incapable de former des mots cohérents. Louise la serra contre elle, caressant ses cheveux, murmurant des mots apaisants qu'elle ne comprenait pas vraiment mais qui sortaient instinctivement. « Chut, mon bébé, chut, je suis là, maman est là. » Il fallut 20 minutes avant que Julie puisse parler. Entre 2 hoquets, elle raconta tout. La danse du vendredi, la vidéo, la réunion, les rires, l'imitation cruelle de Romain, les regards, les commentaires, la convocation pour mercredi. Chaque mot était une torture à prononcer, ravivant la douleur, la honte, l'humiliation. Louise écoutait,
son visage vieillissant devenant de plus en plus grave. Quand Julie eut terminé, il y avait des larmes dans les yeux de sa mère aussi. « Ce monstre !» murmura Louise. « Ce monstre absolu !»« Je vais perdre mon travail, maman. »« Comment on va payer ton traitement? Le loyer? Comment on va manger? »« On trouvera un moyen, mon cœur. On trouve toujours un moyen. » Mais pour la première fois de sa vie, Julie entendit du doute dans la voix de sa mère, et cela fit plus mal que tout le reste. Cette nuit-là, Julie ne dormit pas du tout. Elle resta allongée dans son petit lit, fixant le plafond fissuré, revivant chaque seconde de cette journée cauchemardesque. Elle pensait à sa danse, à ce moment de liberté pure qui avait été transformé en arme contre elle. Elle pensait au visage rieur de ses collègues, à l'imitation cruelle de Romain, à son avenir qui s'effondrait. Elle pensait à sa mère malade, aux factures qui s'accumulaient, à tout ce qui dépendait de ce travail qu'elle était sur le point de perdre. Le mardi fut encore pire. La vidéo avait circulé partout, littéralement partout, sur tous les téléphones, sur tous les groupes WhatsApp. Certains l'avaient même partagée sur leurs réseaux sociaux personnels, avec des commentaires comme « Ma collègue de bureau a un talent caché lol » ou « Quand tu crois être seul au travail ». Des inconnus, des gens qui ne savaient rien d'elle, commentaient, riaient, partageaient. Dans les couloirs de Tech Vision France, l'atmosphère était devenue insupportable. Des groupes se formaient et éclatèrent de rire quand elle passait. Quelqu'un avait imprimé des captures d'écran de la vidéo et les avait collées dans la salle de pause. Julie les arracha avec des mains tremblantes, mais de nouvelles apparaissaient quelques heures plus tard. À midi, alors qu'elle mangeait seule son sandwich dans un coin reculé près des escaliers de secours, elle entendit Mathieu et Sophie parler fort exprès pour qu'elle entende. « Franchement, si tu es handicapé, tu assumes, tu danses pas comme si tu étais normal. Et surtout pas au bureau. C'est juste bizarre. Elle est bizarre. » Julie jeta son sandwich à moitié mangé et partit, la nausée la submergeant. Le mercredi arriva trop vite. Julie se présenta au bureau des ressources humaines à 14 heures précises, les jambes tremblantes. Valérie Dupont l'attendait, assise derrière son bureau en verre épuré, des dossiers empilés devant elle. Romain Castel était là aussi, installé confortablement dans un fauteuil en cuir, les bras croisés, l'air satisfait. « Assieds-toi, Julie », dit Valérie d'une voix professionnelle mais froide. Julie s'assit sur la chaise rigide en face du bureau, ses mains agrippées à son sac sur ses genoux. « Nous avons convoqué cette réunion pour discuter des événements de lundi », commença Valérie. « Après réflexion et consultation avec M. Castel, nous avons décidé que ton comportement au sein de l'entreprise ne correspond pas aux standards professionnels que nous attendons de nos employés. » Julie ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Romain se pencha en avant, ses yeux gris fixés sur elle, avec une intensité glaciale. « Vois-tu, Julie, une entreprise, c'est comme une famille. Et dans une famille, tout le monde doit respecter certaines règles. Danser dans les bureaux pendant les heures de travail, c'est inacceptable. » J'étais hors de mes heures, réussit finalement à dire Julie, sa voix à peine audible. C'était vendredi soir, après 21 heures. J'avais fini mon travail. J'étais seul, je pensais... Tu pensais mal, la coupa Romain sèchement. Tu es dans les locaux de l'entreprise, donc tu représentes l'entreprise. Et franchement, cette démonstration, c'était embarrassant. Pour toi, pour nous, pour tout le monde. Vous m'avez filmé sans mon consentement, dit Julie, sentant une petite étincelle de colère percer à travers sa honte. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Vous avez imité mon handicap. C'est vous qui avez... Oh, ne dramatise pas, dit Romain en levant les yeux au ciel. C'était une blague. Les gens ont ri parce que c'était drôle. Si tu ne voulais pas être filmé, tu n'avais qu'à danser chez toi. Valérie intervint, posant une feuille devant Julie. Nous avons décidé de mettre fin à ton contrat, effective immédiatement. Voici ta lettre de licenciement pour comportement non professionnel en milieu de travail. Tu recevras tes indemnités légales, bien sûr. Julie regarda la lettre, les mots dansant devant ses yeux remplis de nouvelles larmes. Non, non, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade, elle a besoin de traitement. Je ne peux pas, s'il vous plaît. Sa voix se brisa complètement. Elle pleurait ouvertement maintenant, sans dignité, sans retenue.
Romain se leva, boutonnant sa veste avec des gestes lents et délibérés. « Écoute, Julie, je vais être honnête avec toi. Une personne avec tes limitations devrait avoir plus de conscience du ridicule. Tu savais que tu ne pouvais pas danser normalement, et pourtant tu l'as fait quand même. C'est un manque de jugement qui reflète mal sur ton travail en général. » Il fit une pause, la regardant de haut. « Peut-être que dans ton prochain emploi, tu te concentreras sur ce que tu sais faire au lieu d'essayer d'être quelque chose que tu n'es pas. » Ces mots s'enfoncèrent dans le cœur de Julie comme des lames chauffées au rouge. Elle se leva brusquement, la chaise tombant derrière elle, et sortit du bureau en courant. Elle alla directement à son poste de travail, jeta ses quelques affaires personnelles dans un carton, une photo encadrée de sa mère, sa tasse préférée ébréchée, un petit cactus en plastique. Elle ne regarda personne, elle ne dit au revoir à personne. Quand elle passa devant l'open space, transportant son carton, un silence étrange tomba. Certains baissèrent les yeux, visiblement mal à l'aise. D'autres la regardèrent avec un mélange de pitié et de soulagement que ce ne soit pas eux. Mathieu leva même son café dans un geste sarcastique de salut. « Bonne chance, la danseuse !» Julie sortit de Techvision France pour la dernière fois à 14h42 ce mercredi après-midi. Sur le trottoir de l'avenue de la Grande Armée, elle s'arrêta un instant, serrant son carton contre sa poitrine, les larmes coulant librement. Les passants la contournaient sans la regarder, pressés, indifférents. Un bus passa en klaxonnant. La vie continuait autour d'elle comme si rien ne s'était passé, comme si son monde ne venait pas de s'effondrer complètement. Elle rentra chez elle dans un brouillard, monta les escaliers comme un automate et poussa la porte de l'appartement. Louise était là, bien sûr, et elle comprit immédiatement. Ils t'ont viré. Julie hocha la tête, incapable de parler. Les semaines qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Julie. Elle ne sortait presque plus de l'appartement, passant ses journées allongée sur le canapé, fixant le plafond ou la télévision éteinte. Elle ne mangeait presque plus, juste quelques bouchées par jour pour faire plaisir à sa mère. Elle avait perdu 4 kilos en 3 semaines. Son visage était devenu creux, ses yeux cernés de mauve profond. La vidéo continuait de circuler. Elle la voyait parfois apparaître sur Twitter quand elle osait regarder son téléphone, partagé par des comptes aléatoires, avec des commentaires cruels. « Quand tu veux être danseuse, mais que Dieu a dit non. » La coordination level 100, des centaines, puis des milliers de vues. Des gens qu'elle ne connaîtrait jamais riaient d'elle, encore et encore. Louise essayait de la réconforter, mais ses propres problèmes de santé empiraient. Sans l'assurance de Julie, les médicaments pour le diabète coûtaient maintenant 340 € par mois, une somme impossible à payer avec leurs économies qui s'épuisaient rapidement. Le loyer de novembre approchait, 680 € qu'elle n'avait pas. Julie avait envoyé 27 CV en 3 semaines. 0 réponse. 0 appel. Elle commençait à se demander si la vidéo l'avait rendue impossible à embaucher, si les recruteurs la googlaient et trouvaient cette humiliation publique. Elle pensait parfois à en finir, à simplement disparaître, à arrêter d'être un fardeau pour sa mère. Ses pensées venaient principalement la nuit, dans le silence épais de 3 heures du matin, quand tout le monde dormait sauf elle et ses démons. Mais ensuite, elle regardait sa mère dormir dans la chambre à côté, entendant sa respiration difficile, et elle se disait qu'elle devait tenir encore un jour, juste un jour de plus. Le mardi 15 novembre, 3 semaines et 4 jours après son licenciement, le téléphone de Julie sonna, un numéro inconnu. Elle décrocha par réflexe, s'attendant à un démarchage commercial. « Allô ? Bonjour, est-ce que je parle à Julie Martin ?» demanda une voix féminine enjouée. « Oui, c'est moi. »« Parfait. Je m'appelle Laura Fournier, je suis productrice pour l'émission « La France a un incroyable talent » sur M6. Est-ce que vous avez quelques minutes pour discuter ?» Julie sentit son cœur s'arrêter complètement. « La France a un incroyable talent. L'émission de télévision. Mais pourquoi ? Oui, je vous écoute. Voilà. Nous avons vu une vidéo de vous en train de danser qui circule sur les réseaux sociaux. Je dois vous dire, Julie, que nous avons été absolument captivés. Votre grâce, votre émotion, c'est exactement le genre de talent que nous cherchons. »
Nous aimerions vous inviter à passer une audition pour la prochaine saison. » Julie resta silencieuse pendant plusieurs secondes, son cerveau refusant de processer ces mots. C'était un cauchemar. Ça devait être un cauchemar. La vidéo de son humiliation publique, présentée comme quelque chose de positif. « Je ne comprends pas », réussit-elle à dire finalement. « La vidéo, elle a été faite pour me ridiculiser. Mon patron l'a filmée sans mon accord et... » « Je sais, Julie, » interrompit Laura doucement. « Nous avons fait nos recherches. Nous savons ce qui s'est passé chez Tech Vision France. Nous savons que vous avez été licencié. Et nous trouvons ça absolument scandaleux. Mais alors pourquoi ? Parce que sur Twitter, la vidéo a pris une vie complètement différente. Elle n'est pas devenue virale à cause de moqueries, Julie. Elle est devenue virale parce que les gens ont été touchés. Touché par votre talent, par votre authenticité, par le fait que vous dansez avec une telle beauté malgré votre paralysie cérébrale. La vidéo a 8 millions de vues maintenant et les commentaires sont majoritairement positifs. Julie sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur le canapé. 8 millions ? Oui, des chorégraphes professionnels vous ont commenté. Kamel Wally lui-même a retweeté la vidéo en disant que vous aviez une âme rare. Des milliers de personnes demandent à savoir qui vous êtes, où vous êtes, si vous donnez des cours. Julie, vous êtes devenue une inspiration. Les larmes montèrent aux yeux de Julie, mais pour la première fois en presque un mois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, venez passer une audition. Montrez à la France entière ce dont vous êtes capable. Pas dans un bureau vide, filmé en secret, mais sur une vraie scène, sous les projecteurs, avec toute la reconnaissance que vous méritez. Julie regarda sa mère qui s'était réveillée sur le canapé et qui la fixait avec des yeux interrogateurs et pleins d'espoir. « D'accord, » murmura Julie. « D'accord, je viens. » L'audition fut programmée pour le jeudi 1er décembre, 2 semaines plus tard. Ces 2 semaines furent les plus étranges de la vie de Julie. D'un côté, la terreur absolue de devoir monter sur scène, devant des caméras, devant des juges, devant des milliers de spectateurs. De l'autre, une petite flamme d'espoir qu'elle n'osait pas vraiment nourrir de peur qu'elle s'éteigne. Laura lui avait envoyé des liens vers les commentaires Twitter. Julie les avait lus, incrédule, les larmes aux yeux. Cette fille danse avec plus de grâce que la plupart des danseurs professionnels. Incroyable. Le fait qu'elle ait une paralysie cérébrale rend ça encore plus impressionnant. Quel courage! J'ai pleuré en regardant cette vidéo. On voit tellement d'émotions dans chaque mouvement. Qui est-elle? Je veux voir plus. Quelqu'un sait? Il y avait aussi des commentaires négatifs, bien sûr. Des gens cruels qui la trouvaient ridicule, qui disaient qu'elle ne devrait pas danser, que c'était embarrassant. Mais ils étaient noyés sous les messages de soutien. Julie commença à danser à nouveau. Pas au bureau évidemment, mais chez elle, dans le petit salon, poussant les meubles contre les murs. Sa mère la regardait, un sourire ému sur les lèvres. « Tu es magnifique, mon cœur. Tu l'as toujours été. » Le jour de l'audition, Julie se réveilla à 5 heures du matin, incapable de dormir plus longtemps. Elle avait acheté avec ses derniers euros une simple robe noire à 15 € chez Kiabi, la seule chose un peu présentable qu'elle pouvait se permettre. Elle s'était maquillée légèrement, avait attaché ses cheveux en un chignon serré. Louise l'accompagna jusqu'au métro, serrant sa main avec force. « Tu vas leur montrer qui tu es vraiment. Tu vas leur montrer que tu vaux 1000 fois plus que tous ces gens qui t'ont humilié. Et si j'échoue, maman? Tu ne peux pas échouer en étant toi-même. » Le studio d'enregistrement de « La France a un incroyable talent » se trouvait à la Plaine Saint-Denis, dans un immense hangar reconverti. Julie se présenta à l'accueil à 10 heures, ses mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine signer le formulaire de consentement. Une assistante sympathique nommée Chloé la guida à travers les couloirs, lui expliquant le déroulement. Tu vas entrer sur scène, tu te présentes brièvement au juge, tu racontes ton histoire si tu veux, puis tu fais ta performance. Les juges délibèrent ensuite. Simple, simple, rien n'était simple. Julie attendit dans les coulisses pendant ce qui lui sembla des heures, entendant les performances d'autres candidats, des chanteurs, des magiciens, des acrobates, tous tellement talentueux, tous tellement sûrs d'eux.
Elle était sur le point de partir, de fuir en courant, quand Chloé revint. « C'est à toi, Julie, tu es prête ?» Non, elle n'était absolument pas prête. Oui, les portes s'ouvrirent et Julie entra sur la scène. Les projecteurs étaient aveuglants, tellement puissants qu'elle ne voyait presque rien au-delà. Elle avançait lentement, sa claudication visible sous les lumières, son cœur battant si fort qu'elle était certaine que les 500 personnes dans le public pouvaient l'entendre. Devant elle, dans leur fauteuil emblématique, se tenaient les 3 juges. Marianne James à gauche, souriante chaleureusement. Éric Antoine au centre, l'air intrigué. Et Kamel Ouali à droite, le célèbre chorégraphe et danseur, celui qui avait commenté sa vidéo, celui dont elle admirait le travail depuis des années. « Bonjour !» dit Marianne d'une voix enjouée. « Comment tu t'appelles ?» Julie s'approcha du micro central, ses jambes menaçant de lâcher sous elle. « Je m'appelle Julie Martin, j'ai 27 ans et je viens de Paris. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, Julie ? » Je vais danser. Kamel Ouali se pencha en avant, visiblement intéressé. « Tu es la fille de la vidéo, n'est-ce pas? Celle qui dansait dans le bureau. » Julie sentit son visage rougir instantanément. Même ici, même maintenant, cette vidéo la poursuivrait toujours. « Oui, c'est moi. Raconte-nous ce qui s'est passé, » encouragea Marianne doucement. « Prends ton temps. » Julie respira profondément, et elle raconta. Elle raconta sa paralysie cérébrale, diagnostiquée à la naissance. Elle raconta comment la danse était devenue sa thérapie, son refuge, la seule chose qui faisait que son corps se sentait entier et capable. Elle raconta ce vendredi soir où elle pensait être seule, où elle avait dansé librement pour la première fois en semaine. Elle raconta comment son patron l'avait filmée en secret, comment il l'avait humiliée devant tous ses collègues, comment il avait imité cruellement sa claudication, comment elle avait été licenciée pour comportement non professionnel. Sa voix se brisa plusieurs fois pendant le récit. Les larmes coulèrent, qu'elle essuya rapidement du revers de la main. Il m'a dit qu'une personne avec mes limitations devrait avoir plus de conscience du ridicule, que je ne devrais pas essayer d'être quelque chose que je ne suis pas. Le silence dans le studio était absolu. Marianne avait les larmes aux yeux. Éric était figé, visiblement choqué. Kamel avait une expression de colère froide. « Ce patron est un monstre !» dit Kamel finalement, sa voix grave résonnant dans le silence. « Et il avait complètement tort. Tu veux savoir ce que j'ai pensé quand j'ai vu ta vidéo ?» Julie hocha la tête, incapable de parler. « J'ai pensé que je venais de voir l'une des danses les plus authentiques et émouvantes de ma vie. Tu ne copies pas des mouvements, tu ne fais pas semblant, tu es complètement vrai. Et c'est extrêmement rare, même chez les professionnels. Montre-nous, dit Marianne, montre-nous ce que ce monstre a essayé de détruire. » Julie hocha la tête. Elle alla se positionner au centre de la scène. La musique commença, le même morceau de Ludovico Einaudi qu'elle dansait depuis toujours. Et elle ferma les yeux. Pendant 3 minutes, Julie dansa comme elle n'avait jamais dansé. Elle laissa toute la douleur, toute l'humiliation, toute la colère s'écouler à travers ses mouvements. Elle tournait, pas avec une perfection technique, mais avec une honnêteté brutale. Elle levait ses bras vers le ciel, comme si elle implorait quelque chose d'invisible. Elle tombait à genoux, sa jambe gauche se pliant difficilement, et elle se relevait lentement, triomphalement. Chaque mouvement racontait une histoire, l'enfance difficile, les moqueries, l'isolement, et puis lentement, la résilience, l'espoir, la force. Quand la musique s'arrêta, Julie resta immobile au centre de la scène, les bras le long du corps, la tête baissée, le souffle court. Le silence dura 3 secondes interminables, puis l'explosion. Le public se leva d'un seul mouvement, applaudissant à tout rompre. Des cris de « bravo » résonnaient de partout. Les juges étaient debout aussi. Marianne pleurait ouvertement, ses mains applaudissant frénétiquement. Éric avait un immense sourire, hochant la tête avec admiration. Et Kamel avait les larmes qui coulèrent sur ses joues, son visage exprimant une émotion pure. Julie leva lentement les yeux, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. C'était pour elle. Ces applaudissements étaient pour elle. Marianne fut la première à parler quand le bruit diminua légèrement. « Julie, je ne sais même pas quoi dire.
C'était magnifique, magnifique et déchirant et puissant. Tu m'as fait pleurer dès la première seconde. Elle essuya ses larmes, riant un peu d'elle-même. C'est un oui gigantesque de ma part. Éric prit le relais. Tu sais, je fais de la magie depuis 30 ans. Et la vraie magie, ce n'est pas des tours. C'est créer une émotion. Et toi, tu viens de faire de la magie pendant 3 minutes. C'est un oui absolu. Kamel attendit que le silence se fasse complètement. Puis il parla, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Julie, j'ai travaillé avec des centaines, peut-être des milliers de danseurs dans ma carrière. J'ai chorégraphié pour l'opéra, pour le cinéma, pour les plus grandes scènes du monde. Et je te le dis avec une absolue sincérité. Ce que tu viens de faire transcende la technique. Tu ne danses pas avec ton corps, tu danses avec ton âme. » Il marqua une pause. « En décennies de carrière, j'ai rarement, très rarement, vu une telle authenticité dans le mouvement. Tu ne surmontes pas ton handicap pour danser. Ton handicap fait partie intégrante de ta danse. Il la rend unique, touchante, impossible à oublier. C'est un oui de tout mon cœur. » Julie s'effondra, littéralement. Ses jambes cédèrent sous elle, et elle tomba à genoux sur la scène, pleurant sans retenue. Des assistants se précipitèrent, mais elle leva une main pour les arrêter. Elle avait besoin de ce moment. Elle avait besoin de ses larmes. C'étaient des larmes de catharsis, de libération, de validation, après tant d'années de mépris et d'invisibilité. Kamel descendit de son fauteuil, monta sur scène et s'agenouilla devant elle. Il prit doucement ses mains dans les siennes. « Lève la tête, Julie. Regarde-moi. » Elle leva ses yeux rougis et gonflés vers lui. « Tu vaux tellement plus que ce que ce patron t'a fait croire. Tu entends? Tellement plus. Et maintenant, la France entière va le voir. » Julie hocha la tête, incapable de former des mots. La vidéo de l'audition de Julie fut diffusée 3 semaines plus tard, le 22 décembre, dans l'épisode de Noël de La France a un incroyable talent. L'audimat ce soir-là atteignit 6,8 millions de téléspectateurs et sa performance devint instantanément le moment le plus commenté de l'émission. Sur Twitter, son nom était en tendance numéro 1. Les hashtags Julie la danseuse et Jan Justice pour Julie explosèrent, avec des centaines de milliers de tweets en quelques heures. Mais ce n'était que le début. Des journalistes commencèrent à creuser son histoire. Ils contactèrent d'anciens employés de Tech Vision France qui, sous couvert d'anonymat, confirmèrent le comportement abusif de Romain Castel. Pas seulement envers Julie, mais envers des dizaines d'employés au fil des années. Ils parlèrent d'humiliations publiques régulières, de commentaires discriminatoires, de menaces constantes de licenciement, d'un climat de terreur psychologique. Le Parisien publia un article détaillé intitulé « Tech Vision France, l'enfer derrière la réussite ». Libération suivit avec une enquête sur la culture toxique des startups parisiennes. BFM TV consacra un reportage de 15 minutes à l'affaire, interviewant des experts en droit du travail et des psychologues spécialisés en harcèlement. La vidéo originale de la réunion où Romain humiliait Julie fuit. Personne ne sut jamais exactement qui l'avait envoyée aux médias, mais elle apparut soudainement sur Twitter, montrant Romain en train d'imiter la claudication de Julie devant toute l'entreprise, les rires cruels des collègues, les commentaires odieux sur son handicap. L'indignation publique fut immédiate et massive. Les hashtags changèrent. Boycott Tech Vision se hissa en tête des tendances. Des milliers de personnes appelaient publiquement au boycott de l'entreprise. Des influenceurs avec des millions d'abonnés partageaient l'histoire, condamnant Romain et appelant à des sanctions. Julie participa aux demi-finales de l'émission début janvier. Sa performance, une danse contemporaine représentant la métamorphose d'une chenille en papillon, reçut une ovation debout de 5 minutes. Elle passa en finale avec 87% des votes du public. Pendant ce temps, Tech Vision France s'effondrait. Le premier coup vint de BNP Paribas. La banque, l'un des plus gros clients de Tech Vision France, avec un contrat de 8,5 millions d'euros par an, annonça publiquement la résiliation immédiate du contrat, citant « une incompatibilité totale avec nos valeurs éthiques et notre engagement en faveur de l'inclusion ».
Le communiqué de presse était dévastateur, mentionnant explicitement le traitement inhumain infligé à une employée handicapée. Total Energies suivit 3 jours plus tard, annulant un contrat de 7,2 millions d'euros. Puis Carrefour avec 4,8 millions, puis Orange avec 2,5 millions. En l'espace de 2 semaines, TechVision France perdit 23 millions d'euros de contrat, soit presque le double de son chiffre d'affaires annuel. Les employés commencèrent à démissionner en masse. D'abord 1, puis 2, puis 15. 3 cadres supérieurs partirent ensemble, publiant une lettre ouverte dans les Échos, expliquant qu'ils ne pouvaient plus en conscience travailler pour une entreprise dirigée par un homme capable d'une telle cruauté. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Les actionnaires minoritaires exigèrent des explications. Romain essaya de minimiser, de dire que tout était exagéré, que les médias déformèrent la réalité. Mais les preuves étaient là. La vidéo était là. Les témoignages s'accumulaient. L'inspection du travail ouvrit une enquête officielle pour harcèlement moral systématique et discrimination à l'encontre de personnes handicapées. Des inspecteurs débarquèrent sans prévenir, saisirent des ordinateurs, interrogèrent des employés pendant des heures. Romain tenta de se défendre publiquement. Il accepta une interview sur BFM TV, pensant pouvoir redorer son image. Ce fut une catastrophe absolue. « Écoutez, tout ça s'est sorti de toute proportion », dit-il face à la journaliste Claire Fournier. « C'était une blague entre collègues, une petite blague. Les gens sont devenus tellement sensibles de nos jours qu'on ne peut plus rien dire, plus rien faire. Vous avez filmé une employée handicapée sans son consentement. Vous l'avez humiliée devant 87 personnes. Vous avez imité sa claudication. Puis, vous l'avez licenciée. Vous appelez ça une blague ? Elle dansait pendant les heures de travail. C'était un vendredi soir à 21h30. Elle avait fini ses heures. C'était dans les locaux de l'entreprise, locaux où elle se croyait seule. Vous l'avez espionnée, monsieur Castel. » Romain transpirait visiblement sous les lumières du plateau. Il tira sur sa cravate, cherchant ses mots. « Écoutez, j'ai peut-être été un peu dur, d'accord, mais elle faisait beaucoup d'erreurs dans son travail et, selon les témoignages que nous avons recueillis, Julie Martin était l'une de vos employées les plus performantes. Elle arrivait toujours en avance, partait toujours en retard, et ses rapports étaient impeccables. Pouvez-vous produire une seule trace écrite de ces prétendues erreurs ? » Silence. Monsieur Castel, 17 anciens employés nous ont contactés pour témoigner de comportements similaires de votre part. Humiliation publique, commentaires discriminatoires, menaces. Que répondez-vous à cela ? Ce sont des gens mécontents qui inventent des histoires pour nuire à l'entreprise. 17 personnes différentes, sur plusieurs années, racontent des histoires cohérentes avec des détails précis. Vous pensez vraiment que c'est une conspiration ? Romain se leva brusquement, arracha son micro-cravate. Cette interview est terminée. Vous déformez tout. Vous êtes tous contre moi. Il sortit du plateau en direct, les caméras capturant chaque seconde de sa fuite. Le clip devint viral instantanément, partagé des millions de fois avec des commentaires dévastateurs. Pendant que l'empire de Romain s'effondrait, Julie montait en puissance. Elle atteignit la finale de « La France a un incroyable talent » le 15 février. Sa performance finale, une chorégraphie de 5 minutes intitulée « Renaissance », racontait son parcours complet. L'enfance difficile, les moqueries, l'humiliation, la chute. Et enfin, le triomphe. La salle était dans un silence religieux pendant toute la performance. Quand elle termina, les bras levés vers le ciel, le visage illuminé par un projecteur, le public explosa en applaudissements qui durèrent 7 minutes complètes. 7 minutes où Julie resta immobile sur scène, les larmes ruisselant sur son visage, incapable de croire que ce moment était réel. Les votes du public furent annoncés à 23h15. Julie Martin remporta la finale avec 58% des voix, le score le plus élevé dans l'histoire de l'émission. Elle gagna 500 000 € de prix, mais surtout, elle gagna quelque chose d'infiniment plus précieux,
la reconnaissance, la validation, la preuve qu'elle avait toujours valu quelque chose. Sur scène, tenant son trophée, le confetti doré tombant autour d'elle comme de la neige, Julie prononça quelques mots dans le micro que lui tendait le présentateur. « Je veux dire merci. Merci à ma mère qui n'a jamais cessé de croire en moi. Merci aux juges qui m'ont donné cette chance. Merci à tous ceux qui ont voté. Et je veux dire quelque chose à toutes les personnes qui se sentent invisibles, qui se sentent limitées, qui se sentent comme si elles ne valaient rien. » Sa voix tremblait, mais restait ferme. « Vous valez tout. Votre différence n'est pas une faiblesse, c'est votre force. Ne laissez personne vous dire le contraire. Jamais. » L'ovation qui suivit fut assourdissante. Mais Julie n'en avait pas fini. 2 jours après sa victoire, elle reçut un appel de maître Patricia Roche, une avocate réputée spécialisée en droit du travail, connue pour avoir gagné des dizaines de procès contre des entreprises abusives. Patricia avait regardé l'émission, avait fait ses recherches, et elle voulait représenter Julie gratuitement. « Ce que Romain Castel vous a fait est criminel », dit Patricia lors de leur première rencontre dans son cabinet élégant du 16e arrondissement. « Nous parlons de harcèlement moral aggravé, de discrimination fondée sur le handicap, d'atteinte à la vie privée, de licenciement abusif et d'exposition vexatoire avec intention de nuire. Nous allons le poursuivre personnellement, lui et son entreprise, et nous allons gagner. » Le procès commença en avril et dura 8 mois. Ce fut un marathon judiciaire épuisant mais nécessaire. Patricia construisit un dossier d'une solidité absolue. Elle produisit la vidéo originale, prouvant l'atteinte à la vie privée. Elle présenta les témoignages de 17 anciens employés de TechVision France, chacun racontant des histoires similaires d'humiliation et d'abus. Elle démontra que Julie n'avait commis aucune faute professionnelle justifiant son licenciement. Elle prouva que Romain avait planifié cette humiliation, qu'il l'avait exécutée méthodiquement, qu'il en avait savouré chaque instant. Les témoignages devant le tribunal furent déchirants. Thomas, l'ancien collègue de Julie, avoua en pleurant avoir ri ce jour-là et s'en sentir horriblement coupable. « Je savais que c'était mal, je le savais. Mais tout le monde riait. Et Castel était notre patron. Et j'ai eu peur de perdre mon travail si je protestais. Je suis lâche, je suis désolé. » Sophie de la comptabilité témoigna qu'elle avait été elle-même humiliée publiquement par Romain 6 mois avant l'incident avec Julie. « Il m'a fait pleurer devant 20 personnes parce que j'avais oublié une virgule dans un tableau Excel. Il m'a dit que j'étais trop stupide pour ce travail, que je devrais retourner faire le ménage. J'ai failli démissionner. Mais j'avais besoin de l'argent. » Mathieu, le responsable marketing qui avait été l'un des plus cruels, témoigna que Romain encourageait activement une culture de moquerie. Il disait que ça créait de la cohésion d'équipe, de rire ensemble de quelqu'un. Il choisissait régulièrement une personne comme cible, et cette personne devenait la blague du mois. Après Julie, ça aurait été quelqu'un d'autre. C'était son mode de management. Les documents internes de TechVision France révélèrent que l'entreprise n'avait jamais respecté les quotas légaux d'embauche de travailleurs handicapés. Julie était la première et seule personne handicapée embauchée en 10 ans, et uniquement parce que la DRH avait insisté face à une menace d'inspection. Les emails échangés entre Romain et Valérie Dupont, la DRH, montraient clairement son mépris. « On prend la boiteuse pour éviter l'amende, mais tu la mets dans un coin où les clients ne la voient pas. » Un expert en harcèlement au travail, le docteur Michel Beaumont, psychiatre spécialisé, analysa le comportement de Romain. Son rapport de 40 pages était accablant. Monsieur Castel présente un profil de pervers narcissique classique. Il tire une satisfaction psychologique de l'humiliation d'autrui, particulièrement de personnes qu'il perçoit comme vulnérables. L'acte de filmer Madame Martin, puis de planifier une mise en scène publique de cette vidéo, démontre une préméditation et une cruauté calculée qui dépassent largement le cadre d'une simple blague, comme il l'a prétendu. Le 12 décembre, presque exactement 1 an après l'audition de Julie à La France a un incroyable talent, le juge Jean-Claude Mendès, de la 32e chambre du tribunal du travail de Paris, prononça son jugement. La salle d'audience était bondée. Des journalistes de tous les grands médias français étaient présents. Julie était assise au premier rang avec sa mère, leurs mains serrées l'une contre l'autre.
Romain était de l'autre côté, accompagné de ses 3 avocats, le visage fermé et pâle. Le juge Mendès, un homme de 62 ans, aux cheveux blancs et aux lunettes rondes, lut son jugement d'une voix claire et ferme pendant 25 minutes. Il reprit point par point tous les éléments du dossier, qualifiant les actes de Romain de particulièrement graves et de violations caractérisées de la dignité humaine. Puis vint la sentence. Considérant la gravité exceptionnelle des faits, la préméditation évidente, l'impact psychologique dévastateur sur la victime et la nécessité d'un effet dissuasif pour l'ensemble du monde professionnel, la Cour condamne M. Romain Castel à verser personnellement à Mme Julie Martin la somme de 2 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral aggravé, discrimination fondée sur le handicap, atteinte à la vie privée et licenciement abusif. Julie sentit ses jambes faiblir. 2,3 millions d'euros. Elle n'arrivait pas à comprendre ce chiffre, c'était irréel. Mais le juge n'avait pas terminé. La Cour condamne également la société TechVision France à verser à Madame Martin la somme de 1 800 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour manquement à ses obligations de protection de la santé et de la sécurité de ses employés, et pour avoir permis et encouragé un environnement de travail toxique. 4,1 millions d'euros au total, plus les 500. Aux 2 heures d'euros du prix de l'émission. Julie avait maintenant 4,6 millions d'euros. Le juge continua, sa voix se durcissant. De surcroît, la Cour ordonne à TechVision France de mettre en place, sous supervision judiciaire pour une durée de 5 ans, un programme complet de formation à l'inclusion et au respect en milieu professionnel, ainsi qu'un système indépendant de signalement des abus. L'entreprise devra publier un rapport annuel détaillant ses progrès, qui sera rendu public. Il regarda directement Romain par-dessus ses lunettes. « Monsieur Castel, vous avez transformé la limitation physique de Madame Martin en spectacle de cruauté. Vous avez violé son intimité de la manière la plus calculée qui soit. Vous avez utilisé votre position de pouvoir pour détruire psychologiquement une employée vulnérable. Vous avez fait de son handicap un objet de moquerie publique, démontrant un mépris absolu pour la dignité humaine la plus élémentaire. » Le juge marqua une pause. Ce tribunal a vu défiler des centaines de cas de harcèlement au travail, mais rarement, très rarement, avec un tel degré de préméditation et de cruauté. Votre comportement est une insulte aux valeurs fondamentales de notre République, qui garantit l'égalité et la dignité de tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions physiques. Il frappa son marteau. L'audience est levée. Julie s'effondra dans les bras de sa mère, pleurant sans pouvoir s'arrêter. Autour d'elle, des applaudissements éclatèrent dans la salle d'audience, quelque chose de rare et normalement interdit, mais que personne n'osa arrêter. Les journalistes se précipitèrent vers elle, mais maître Patricia Roche les tint à distance, protégeant sa cliente. De l'autre côté de la salle, Romain était figé, complètement blanc. Ses avocats lui parlaient rapidement, probablement évoquant un appel, mais il ne semblait même pas les entendre. Il regardait fixement le sol, ses mains tremblant légèrement. Pour la première fois de sa vie, Romain Castel venait de faire face à de véritables conséquences pour ses actes. À la sortie du tribunal, sur les marches de pierre face aux dizaines de caméras, Julie donna une conférence de presse brève. Les flashs crépitaient, les micros tendus formaient une forêt devant elle. « Je ne fais pas ça pour l'argent, » dit-elle, sa voix claire malgré son émotion. « Je le fais pour toutes les personnes qui subissent ce genre d'humiliation tous les jours et qui n'ont pas de voix. Je le fais pour que les employeurs sachent qu'ils ne peuvent pas traiter les gens comme des objets jetables. Je le fais parce que la dignité n'a pas de prix, mais que parfois il faut mettre un prix très élevé sur son absence pour que les gens comprennent. » Une journaliste demanda « Que ressentez-vous envers M. Castel maintenant ?» Julie réfléchit un moment. « De la pitié, je pense. Il a tout eu. Argent, pouvoir, succès, et il a tout perdu parce qu'il n'a jamais compris que traiter les gens avec décence et respect était plus important que tout le reste. C'est triste, au fond. » Les semaines qui suivirent le jugement furent un tourbillon d'activités. Julie utilisa une partie de son argent pour s'occuper immédiatement de sa mère. Elle paya tous les traitements médicaux dont Louise avait besoin.
3 mois de soins intensifs dans une clinique privée de Neuilly-sur-Seine qui coûta 45 000 €, mais qui stabilisa enfin son diabète. Elle loua un appartement spacieux de 4 pièces à Vincennes, avec ascenseur cette fois, des fenêtres qui fermaient correctement, un chauffage qui fonctionnait et même un petit balcon où sa mère pouvait s'asseoir au soleil. Mais surtout, Julie accomplit son rêve le plus cher. En mars, elle signa le bail d'un local de 300 mètres carrés dans le 11e arrondissement, près de la place de la République. L'espace avait été un ancien studio de yoga avec de hauts plafonds, des miroirs sur un mur complet et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. Julie investit 280 € dans la rénovation complète, installation de barres de danse professionnelles, sol en bois adapté à la danse, système audio haut de gamme, vestiaires accessibles aux personnes à mobilité réduite et surtout des équipements spécialisés pour accueillir des personnes avec tout type de handicap. Elle nomma son école « Danser sans limite ». L'ouverture officielle eut lieu le 15 mai et ce fut un événement médiatique majeur. M6, TF1, France 2, tous les grands médias envoyèrent des équipes pour couvrir la cérémonie. Kamel Ouali, son ancien juge devenu ami et mentor, était présent et coupa le ruban inaugural aux côtés de Julie. Des dizaines de personnes handicapées de tous âges étaient venues pour l'ouverture. Certaines en fauteuil roulant, d'autres avec des cannes, d'autres avec des handicaps invisibles, toutes partageant ce même regard d'espoir et d'excitation. Julie avait embauché 8 professeurs de danse, tous spécialement formés pour travailler avec des personnes handicapées. Elle offrait des cours adaptés à tous les types de limitations. Paralysie cérébrale comme la sienne, paraplégie, hémiplégie, amputation, autisme, troubles moteurs divers. Elle avait aussi des cours pour personnes valides qui voulaient simplement apprendre la danse inclusive. Les tarifs étaient volontairement accessibles. 15 € par cours avec des bourses complètes pour ceux qui ne pouvaient absolument pas payer. Personne ne sera refusé pour raisons financières, avait-elle déclaré dans toutes les interviews. Jamais. La première année fut un succès phénoménal. 140 élèves s'inscrivirent, de 8 ans à 72 ans. Les cours se remplissaient des semaines à l'avance. Des parents amenaient leurs enfants handicapés et pleuraient en les voyant danser pour la première fois. Des adultes qui avaient passé leur vie à cacher leurs différences découvraient la joie de l'exprimer à travers le mouvement. Julie enseignait elle-même 4 cours par semaine, refusant de se contenter d'un rôle administratif. Elle voulait être sur le terrain, avec ses élèves, partageant sa propre expérience. « Je suis comme vous », disait-elle souvent pendant les cours. « Mon corps ne fait pas toujours ce que je veux, mais la danse ne demande pas la perfection, elle demande la vérité. » En juin, Elle France lui consacra un article de 8 pages intitulé « Julie Martin, la revanche par la grâce ». Les photos montraient Julie dans son studio, entourée de ses élèves, tous en plein mouvement. La photo de couverture la montrait en arabesque, son bras gauche raide mais élégant, son visage rayonnant de fierté. En septembre, elle fut invitée à faire un TED Talk à TEDx Paris. Son intervention de 18 minutes, intitulée « Quand la différence devient force », fut visionnée 3,2 millions de fois sur YouTube en 3 mois. Elle y racontait son parcours complet, n'épargnant aucun détail douloureux, et terminait par un message puissant « On m'a dit que je ne devrais pas danser, que je devrais avoir conscience du ridicule. » Mais le ridicule, c'était de penser qu'une limitation physique définit ce dont une personne est capable. Je danse parce que mon corps veut danser, pas en dépit de son handicap, mais avec lui. Et c'est exactement ça, la vraie liberté. En novembre, elle signa un contrat avec les éditions Robert Laffont pour son autobiographie. Elle passa 3 mois à écrire, parfois tard, dans la nuit après les cours, revivant chaque moment douloureux, mais aussi chaque victoire. Le livre, intitulé « Quand personne ne regarde », sortit en mars de l'année suivante. Il se vendit à 80 000 exemplaires dans les 6 premiers mois, devenant un best-seller dans la catégorie témoignages. Les critiques furent dithyrambiques. Le Figaro écrivit « Un récit d'une honnêteté brutale qui remet en question nos perceptions sur le handicap, le travail et la dignité humaine. » Pendant que Julie construisait son empire de bienveillance, Tech Vision France continuait de s'effondrer.
L'entreprise avait perdu 60% de son chiffre d'affaires en un an. Les bureaux du 13e étage avaient été abandonnés, les loyers étant devenus impossibles à payer. Les effectifs étaient passés de 87 employés à 23. Plusieurs anciens employés avaient lancé leur propre poursuite contre Romain, et 3 procès étaient encore en cours. Les actionnaires minoritaires, représentant 35% du capital, avaient organisé une assemblée générale extraordinaire en février et avaient voté la destitution de Romain du poste de PDG. Il avait été forcé de vendre ses parts pour 4,2 millions d'euros, alors qu'elles en valaient 12 millions 2 ans plus tôt. Après avoir payé les 2,3 millions d'euros à Julie, plus les frais d'avocat qui s'élevaient à 400 000 euros, plus les dettes accumulées de l'entreprise qu'il avait dû éponger personnellement pour 1,8 million, Romain se retrouva avec un maigre 300 000 euros. Son appartement de 180 mètres carrés dans le 7e arrondissement, acheté 3,2 millions d'euros 5 ans plus tôt, avait dû être vendu. Sa Porsche Cayenne avait été reprise par la banque. Romain vivait maintenant dans un appartement de 2 pièces de 45 mètres carrés à Montreuil, ironiquement dans le même quartier où Julie avait vécu pendant des années. Il travaillait comme consultant freelance en développement logiciel, gagnant environ 6 000 euros par mois quand il trouvait des contrats, ce qui était de plus en plus rare. Son nom était devenu toxique dans le milieu professionnel parisien. Des recruteurs refusaient ses CV. Des clients potentiels annulaient des réunions quand ils découvraient qui il était. « Ah, vous êtes le Castel de l'affaire Julie Martin? Désolé, on ne peut pas travailler avec vous. » Il était devenu un paria social. Ses anciens amis de l'école de commerce ne répondaient plus à ses appels. Ses invitations à des événements professionnels se tarissaient. Il mangeait seul, travaillait seul, vivait seul dans son petit appartement dont les murs semblaient se rapprocher chaque jour un peu plus. 3 autres entreprises où il avait postulé comme salarié avaient rejeté sa candidature après avoir trouvé les articles sur l'affaire Julie. Un DRH lui avait dit franchement « Monsieur Castel, votre CV est excellent, mais nous ne pouvons pas prendre le risque d'embaucher quelqu'un avec votre réputation. Si nos employés découvrent qui vous êtes, nous aurons une révolte interne. » Romain avait essayé de changer de nom légalement, mais sa demande avait été refusée par le tribunal. Le juge avait écrit « Le nom est une composante de l'identité et de la responsabilité. Fuir les conséquences de ces actes en changeant de nom serait contraire à l'intérêt public. » 2 ans après le jugement, un mardi après-midi de juin, Romain était assis dans son appartement, travaillant sur un rapport pour un de ses rares clients quand il vit passer à la télévision un reportage sur Julie. Elle inaugurait une 2e école, Danser sans limite, cette fois à Lyon, dans un local encore plus grand, financé entièrement sur ses fonds propres. Les images montraient des dizaines d'enfants handicapés dansant joyeusement, leurs parents pleurant d'émotion, Julie au centre de tout, rayonnante. Le journaliste demandait « Julie, vous avez transformé votre humiliation en empire. Que diriez-vous aujourd'hui à Romain Castel ?» Julie avait souri, ce sourire serein de quelqu'un qui a trouvé la paix. « Je lui dirais merci. Merci de m'avoir montré au monde, même si ce n'était pas son intention. Parce que sans cette vidéo, aussi cruelle soit-elle dans son origine, je ne serais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui. Il pensait me détruire. Il m'a libéré. » Romain éteignit la télévision, incapable d'en regarder davantage. Il posa sa tête dans ses mains et pour la première fois depuis 2 ans, il pleura. Pas des larmes de rage ou de déni, des larmes de véritable regret. Qu'avait-il fait? Pourquoi? Pour 3 minutes de rire cruel, il avait détruit sa propre vie et celle de quelqu'un qui ne lui avait rien fait. Ce soir-là, il écrivit un message sur LinkedIn, le seul réseau social qu'il utilisait encore. Un message adressé à Julie Martin, tapé et retapé 20 fois avant d'oser l'envoyer. « Mademoiselle Martin, je sais que je n'ai aucun droit de vous contacter. Je sais que ces mots arrivent 2 ans trop tard et qu'ils ne changeront rien. Mais je dois quand même essayer. Je suis désolé, profondément, totalement désolé.
Ce que je vous ai fait était inexcusable. J'ai passé 2 ans à essayer de comprendre comment j'ai pu être aussi cruel, comment j'ai pu trouver du plaisir à humilier quelqu'un d'aussi innocent et travailleur que vous. Je n'ai pas de réponse qui justifie mes actes. J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma réputation, ma carrière, mes relations, et vous savez quoi, je le mérite, complètement. Je ne cherche pas votre pitié, je ne cherche même pas vraiment votre pardon, parce que je ne suis pas sûr de le mériter. Je veux juste que vous sachiez que vous aviez raison. Vous valez 1000 fois plus que ce que je vous ai fait croire. En essayant de vous détruire, c'est moi que j'ai détruit. Et c'est la seule forme de justice qui soit vraiment appropriée. Chaque jour, je pense à ce moment. Chaque jour, je voudrais pouvoir revenir en arrière, mais je ne peux pas. Alors tout ce que je peux faire, c'est vous dire que j'ai appris. Trop tard pour moi, mais j'ai appris. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous le méritez infiniment plus que moi. R. Castel. Il hésita pendant 5 minutes, son doigt au-dessus du bouton « Envoyer ». Puis il l'envoya et ferma son ordinateur rapidement, le cœur battant. Julie reçut le message 3 jours plus tard. Elle le lut assise dans son bureau de Danser sans limite, entourée de diplômes encadrés et de photos de ses élèves. Elle le lut 2 fois, puis elle posa son téléphone et regarda par la fenêtre, observant un groupe d'adolescents qui s'échauffaient dans la salle principale, leur rire remplissant l'espace. Elle pensa à répondre. Elle imagina plusieurs versions de réponses, une cruelle, une froide, une compatissante, mais finalement, elle ne fit rien. Elle cliqua sur « Supprimer » et le message disparut de sa boîte de réception. Pas par cruauté, pas par ressentiment, simplement parce qu'elle n'en avait pas besoin. Le pardon de Romain, ses excuses, sa culpabilité, rien de tout cela n'avait d'importance dans sa vie maintenant. Elle avait tourné la page, elle avait reconstruit, elle avait gagné, pas contre lui, mais pour elle-même. Elle retourna à son travail, révisant le programme des cours de la semaine suivante, répondant aux emails de parents qui voulaient inscrire leurs enfants, planifiant l'ouverture de sa 3e école prévue pour l'année suivante à Marseille. Le vendredi soir, elle organisait une soirée de gala pour célébrer le 2e anniversaire de Danser sans limite. L'événement se tenait dans un théâtre loué pour l'occasion, avec 400 invités, élèves, parents, professeurs, journalistes, personnalités du monde de la danse. Le spectacle présentait les performances de 30 de ses élèves, chacun racontant son histoire à travers la danse. Julie était en coulisses, aidant une petite fille de 8 ans nommée Léa, atteinte d'autisme, à préparer sa première performance publique. Léa était terrifiée, tremblant de la tête aux pieds. « J'ai peur », murmurait-elle, serrant la main de Julie si fort que ça faisait mal. « Et si tout le monde rit ?» Julie s'agenouilla devant elle, prenant doucement son visage entre ses mains. « Tu sais ce qui est drôle, Léa? On a ri de moi aussi, devant beaucoup de gens. Et tu sais ce que j'ai découvert? Quoi? Que leur rire ne définit pas qui tu es. Seul ton courage définit qui tu es. Et en montant sur cette scène ce soir, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Léa hocha lentement la tête. « Tu vas être avec moi, jusqu'au bout. Je ne te lâche pas. » Léa dansa pendant 3 minutes, ses mouvements saccadés mais magnifiquement expressifs. Julie dansait juste derrière elle, la guidant doucement, l'encourageant. Quand elles terminèrent, le public se leva d'un bloc applaudissant et pleurant. La mère de Léa sanglotait dans le premier rang, ses mains devant son visage. Après le spectacle, alors que la salle se vidait lentement, Julie resta seule sur la scène pendant quelques minutes. Elle regarda les sièges vides, les projecteurs qui s'éteignaient un par un, les confettis qui jonchaient le sol. Elle pensa à ce vendredi soir, il y a presque 3 ans maintenant, où elle dansait dans un bureau vide en pensant être seule. Cette Julie-là lui semblait appartenir à une autre vie, la fille tremblante, brisée, humiliée. Elle était encore là quelque part, dans les souvenirs et les cicatrices. Mais elle avait été transformée, forgée par le feu de l'humiliation en quelque chose de plus fort, de plus brillant. Julie ferma les yeux et fit quelques pas de danse. Là, seule, sur la scène. Pas une chorégraphie complexe, juste un tour, un saut léger, les bras levés vers le ciel, un moment de pure liberté, comme celui qui avait tout commencé.
Et en dansant, elle comprit quelque chose de fondamental. Romain n'avait pas besoin de son pardon parce que, au fond, elle n'en voulait plus à Romain. Elle avait transcendé cette colère, cette douleur. Il était devenu insignifiant dans sa vie, une note en bas de page dans son histoire plutôt que le chapitre principal. Le vrai triomphe n'était pas qu'il avait perdu. Le vrai triomphe était qu'elle avait gagné. Pas seulement l'argent, pas seulement la reconnaissance, mais quelque chose de tellement plus précieux, la certitude absolue de sa propre valeur, indépendamment de ce que quiconque pourrait dire ou penser. Elle quitta le théâtre à minuit, sortant dans la nuit parisienne fraîche. Sa mère l'attendait dans un taxi qu'elle avait insisté pour payer. Louise, dont le diabète était maintenant sous contrôle grâce au meilleur traitement, souriait tendrement à sa fille. « Tu étais magnifique ce soir, mon cœur. Merci, maman. » Julie monta dans le taxi et donna l'adresse de leur appartement spacieux à Vincennes. Pendant le trajet, elle regarda défiler Paris par la fenêtre. L'Arc de Triomphe brillait au loin. Ce même monument qu'elle voyait chaque jour en se rendant chez Tech Vision France il y a 3 ans. Ce même endroit où elle avait marché avec sa jambe douloureuse, son cœur lourd, sa dignité bafouée. Mais ce soir, tout était différent. Ce soir, elle regardait la ville non pas comme quelque chose qui l'écrasait, mais comme quelque chose qu'elle avait conquis. Une victoire qui n'avait jamais été acquise par la vengeance, mais par la simple, têtue, magnifique décision de continuer à danser. 2 mois plus tard, en juillet, un article dans Le Monde révéla que Romain Castel avait quitté la France. Il avait accepté un poste de développeur informatique junior dans une petite entreprise au Canada, à Montréal, gagnant 200 $ canadiens par mois, soit environ 2900 €. L'article précisait « un déchu spectaculaire pour celui qui dirigeait une entreprise de 15 millions d'euros il y a 3 ans. Monsieur Castel a refusé notre demande d'interview. » Julie lut l'article un matin en prenant son café dans la cuisine ensoleillée de son appartement. Elle le lut sans émotion particulière, puis passa à la section culture pour lire une critique d'un spectacle de danse contemporaine. Ce même jour, elle reçut un email d'une fondation américaine basée à New York, spécialisée dans l'inclusion des personnes handicapées dans les arts. Ils voulaient financer l'expansion de Danser sans limite aux États-Unis, avec un budget initial de 2 millions de $. Julie accepta immédiatement. L'école de New York ouvrirait dans 1 an, suivie de Los Angeles et Chicago. Le magazine Elle France publia un nouveau reportage en septembre, 3 ans après le premier. Cette fois, le titre était « Julie Martin, l'effet papillon d'une humiliation ». L'article analysait comment son histoire avait changé les politiques d'entreprise en France. 23 grandes entreprises avaient modifié leur code de conduite suite à l'affaire, incluant des protections spécifiques contre le harcèlement basé sur le handicap. 5 nouvelles lois avaient été proposées à l'Assemblée nationale pour renforcer les sanctions contre ce type d'abus. L'article se terminait sur une photo pleine page de Julie sur la scène de l'Opéra Garnier, où elle avait été invitée à donner une performance spéciale lors d'une soirée caritative. Elle portait une robe de danse blanche, fluide, les bras levés dans une pose gracieuse, son visage serein et confiant. La légende disait simplement « quand la grâce triomphe de la cruauté ». Ce soir-là, en rentrant de l'opéra, épuisée mais heureuse, Julie s'assit sur son balcon avec une tasse de thé. Elle regarda les lumières de Paris scintiller dans la nuit, écoutant le bruit lointain de la circulation, les rires de gens dans la rue en contrebas. Elle pensa à cette fille de 24 ans, tremblante et brisée, qui avait perdu son travail et sa dignité en une seule matinée cauchemardesque. Elle voulait pouvoir retourner dans le temps, la serrer dans ses bras et lui murmurer « Ça va aller, je te promets, un jour, tu comprendras que c'était nécessaire, que cette chute était en réalité le début de ton envol. » Mais le temps ne marchait que dans une seule direction. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant, c'était honorer cette Julie-là en vivant pleinement, en dansant librement, en transformant chaque cicatrice en force, et en transmettant ce message à chaque élève qui franchissait la porte de « Danser sans limite ». Votre différence n'est pas une limitation, c'est votre signature. C'est ce qui rend votre danse unique au monde. Ne la cachez jamais, célébrez-la.
Julie but une gorgée de thé, ferma les yeux et sourit. Elle avait dansé en pensant que personne ne regardait. Quelqu'un avait regardé et avait essayé de la détruire avec ça. Mais finalement, tout le monde avait regardé. Et ils avaient vu non pas ses limitations, mais son triomphe. C'était suffisant. C'était parfait. C'était fini. Elle n'avait plus besoin de la validation de Romain, de ses excuses, de son pardon. Elle n'en avait jamais eu besoin. Tout ce dont elle avait besoin, elle l'avait déjà. Elle se leva, rentra dans l'appartement et alla embrasser sa mère bonne nuit. Louise dormait paisiblement, son visage détendu, sa respiration régulière, entourée de confort et de sécurité. Julie alla dans sa chambre, s'allongea dans son lit confortable et s'endormit presque instantanément, sans cauchemar pour la première fois depuis des années. Et quelque part dans un petit appartement de Montréal, Romain Castel ne dormait pas. Il regardait le plafond fissuré de son logement modeste, pensant à tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait détruit, tout ce qu'il ne retrouverait jamais. La justice n'est pas toujours rapide, mais quand elle arrive, elle est totale.